Je vais te montrer ce que tu peux retrouver comme exercice bilan synthèse sur les ondes mécaniques. Donc je t'ai sélectionné lui. Bon, il va dans tous les sens, mais en gros l'énoncé c'est ça le schéma. Ici tu as des courbes à exploiter. Là les informations qu'il faut comprendre et après les questions. Alors il y a deux énoncés. Énoncé compact, c'est-à-dire on te pose une question et c'est à toi d'établir toute la démarche. Énoncé détaillé où on te détaille en fait, on te guide, on te détaille les questions qu'il faut que tu te poses. Moi je vais te proposer de le résoudre avec l'énoncé compact et puis après je te montrerai comment on fait le lien avec l'énoncé détaillé. Mais bon, donc comme d'hab, tu peux mettre pause sur la vidéo, tu lis l'énoncé par toi-même. Donc tu regardes le schéma, l'oscillogramme, donc les courbes, la description de ce qui se passe dans l'exercice, et après les questions si tu veux. Et après, bah, on fait la lecture ensemble et on démarre sur l'exo. Donc l'exercice s'appelle célérité d'une onde ultrasonore. C'est-à-dire qu'on va chercher la vitesse. Célérité, c'est vitesse d'une onde ultrasonore. On souhaite connaître la célérité d'une onde ultrasonore qui se propage dans l'air. Le milieu de propagation, c'est l'air. On réalise le montage suivant. Donc ici en bleu, tu as un émetteur d'ondes ultrasonores, donc ultrasons. Cet émetteur, il envoie des ondes ultrasonores dans l'air, en fait dans l'air ambiant. Et cette onde, ces ondes émises, elles sont réceptionnées par R1 et R2, qui sont deux récepteurs. Donc un récepteur, tu peux brancher dessus, tu peux récupérer le signal électrique reçu par les récepteurs. Et si tu branches tes récepteurs sur un oscilloscope, tu peux visualiser à l'oscilloscope le signal reçu par le récepteur. C'est exactement ce qu'on te montre ici. Ok? Donc là, les deux récepteurs, ils sont représentés avec un décalage petit d. Tu vois, il y a un récepteur. En gros, tu as un récepteur qui est comme ça, et puis l'autre, il est décalé. Voilà, donc en gros, ils ne sont pas à la même distance de l'émetteur. Mais ça, c'est une visualisation du schéma. Mais par contre, tu vas voir que dans la description, on t'explique qu'au départ, les deux récepteurs sont à la même distance de l'émetteur. Pour une certaine position des récepteurs, on obtient l'oscillogramme suivant. Voilà. Les sensibilités verticales des deux voies de l'oscilloscope sont identiques. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité verticale? Eh bien, c'est ce à quoi correspond la valeur d'un carreau en vertical. En gros, ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la sensibilité verticale. Et puis là, je te fais remarquer aussi qu'on t'a représenté la sensibilité horizontale ici. On te dit qu'elle est égale à 5 microsecondes. Micro, il faut que tu saches convertir dans ta tête, c'est 10 moins 6. 10 moins 6 secondes, ok? Donc un carreau, en gros là il t'indique que un carreau, c'est 5 10 moins 6 secondes. Ça représente 5 10 moins 6 secondes. Donc les sensibilités verticales des deux voies sont identiques. La courbe rouge correspond au signal du récepteur R1. Donc tu la vois, la courbe rouge, c'est le récepteur R1. La courbe bleue, celle du récepteur R2. Lorsque les récepteurs sont à égale distance de l'émetteur, les courbes sont confondues. Ça voudrait dire quoi ça? Ça voudrait dire, merde, quand les deux signaux sont à égale distance, quand les deux récepteurs sont à égale distance de l'émetteur, les deux signaux sont confondus. Ça signifie qu'ils ont les mêmes amplitudes et ils présentent leur maximum et leur minimum d'amplitude aux mêmes instants. Voilà, confondu, ça veut vraiment dire ce que tu visualises ici. Ok? Voilà, quoi, grosso modo, tes deux signaux sont confondus, donc ça, c'est quand R1 et R2 sont à égale distance de l'émetteur. Ils reçoivent le même signal, donc c'est normal. C'est normal que les signaux soient identiques. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Le récepteur R1 reste en fixe, donc on ne touche pas R1. Par exemple, là, tu as R1, et puis là, tu as R2. On dit qu'on ne touche pas R1, et il nous explique que quand on éloigne R2, c'est-à-dire on commence à éloigner R2, je te rappelle que R2, il est représenté par la courbe bleue. Donc, ok, R2, je l'éloigne de l'émetteur, je le garde dans l'axe, mais je l'éloigne. Et je compte le nombre de fois où les abscisses des maxima sont confondues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à éloigner R2, il va se passer la chose suivante.
ton signal il va se décaler. Alors il va se passer deux choses en fait. Tu pourrais considérer que ton signal il se décale comme ça. Mais en fait il se passe un truc encore mieux que ça. C'est qu'il faut que tu considères que dans la mesure où tu éloignes ton récepteur R2, représenté par ce stylo-là, tu vois, tu éloignes R2 de l'émetteur, il est plus éloigné de l'émetteur, donc à ton avis, est-ce qu'il reçoit la même quantité d'énergie que R1 ou est-ce qu'il reçoit moins d'énergie? Sachant qu'une onde, on le dit dans le cours hein, sur les ondes, généralité sur les ondes, une onde transporte de l'énergie. Quand tu t'éloignes de la source, est-ce que tu penses que tu reçois la même énergie? Réponse, non. C'est comme une histoire d'enceinte. Plus tu es proche d'une enceinte qui émet un son, plus tu peux te bousiller l'oreille, tu vois. Tu peux détruire ton oreille interne. Si tu t'éloignes de l'enceinte, tu reçois moins d'énergie. Si tu te rapproches de l'enceinte, tu reçois plus d'énergie. D'où la notion de ne pas être trop proche d'une enceinte en plein concert. Donc là, en l'occurrence, ton récepteur R2, quand il s'éloigne, il reçoit moins d'énergie. Du coup, sur ton signal, tu te retrouves avec une amplitude diminuée. Tu vois, l'amplitude, elle va diminuer. Ça veut dire que d'une crête à une autre, tu as une distance qui est plus petite que sur le signal de départ, ou d'une crête à une autre, tu vois, tu avais tout ça. Alors que là, tu as une distance plus petite. Donc on t'explique que on compte le nombre de fois où les abscisses des maxima sont confondues, c'est-à-dire que la première fois que tu déplaces le récepteur R2, à un moment donné, le signal il va se retrouver comme ça. À un moment donné, le signal il va être comme ça. Après, donc là, tu dis, ok, j'ai retrouvé une fois les maxima confondus. Tu vois, là, les maxima, ils sont confondus. Boss, boss, crête, crête. Après, enfin, les boss et les creux, pardon. Après, tu continues à déplacer R2. Tu vas avoir une amplitude encore plus petite. Et puis, à un moment donné, les boss et les creux vont être confondus. Donc, tu dis, bon, bah, c'est la deuxième fois que je retrouve des signaux confondus, des maxima confondus. Et tu continues et tu comptes le nombre de fois. Ok? Normalement, ça, tu dois le faire en TP. Ça fait partie des TP qu'on peut faire sur ce chapitre-là. Et on t'explique que quand on a décalé le récepteur R2 d'une distance égale à 8,5 cm, tu vois là, j'ai décalé de 8,5 cm, et on te dit que les maxima, ils se sont retrouvés confondus 10 fois. Ok? Donc en gros, quand j'ai décalé, jusqu'à avoir décalé de 8,5 cm, je me suis retrouvé avec des signaux qui se sont confondus avec les maxima 10 fois. Ça signifie, ça en fait c'est la partie majeure de l'exercice. Cette information-là de l'énoncé, elle te donne tout simplement l'indication que 10 fois lambda égale d, la distance d de 8,5 cm. Chaque fois que la première fois que tu as retrouvé tes maxima alignés, confondus, tu vois, les bosses qui sont alignés et les creux qui sont alignés, la première fois que tu les as retrouvés alignés, une fois que tu as commencé à décaler, c'est que tu avais parcouru une distance, tu avais décalé d'une distance égale à 1 fois lambda. Après, tu as continué à décaler jusqu'à ce que tu retrouves les maxima alignés. Et là, dès que tu retrouves une deuxième fois les maxima alignés, ça veut dire que tu t'es décalé d'une distance égale à 2 fois lambda. Et tu reproduis le processus jusqu'à retrouver 10 alignements, c'est-à-dire jusqu'à avoir décalé de 10 fois lambda. Et pourquoi on fait 10 lambda? Pourquoi on ne se contente pas? Parce que cette technique, en fait, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à déterminer expérimentalement la valeur de lambda. C'est à ça que sert la méthode. Pourquoi on ne se contente pas juste de décaler une fois et de dire ah bah c'est bon, je retrouve les alignements des maxima, bon bah lambda égale la valeur que j'ai décalée? Réponse, parce que ce ne serait pas assez précis en vérité. Si tu te contentais de faire ça, tu te rendrais compte que la valeur que tu trouves, elle est beaucoup moins précise à lire sur une règle. Donc tu te décales de 10 fois pour augmenter, en fait, pour mesurer plutôt 10 lambda. Et comme ça, en fait, tu augmentes ta précision de mesure. Là, comme tu sais que 10 lambda égale d, tu vas pouvoir en conclure lambda. Lambda, ça va être égal à d sur 10. Tu vois, rien qu'en disant ça, on a exploité tout ce qu'il fallait dans l'énoncé pour répondre à la question. Quasiment tout ce qu'il fallait. La question, calculer la valeur de la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air. Calculer V de l'onde ultrasonore dans l'air. Ici, il faut que tu connaisses ton cours. Et ton cours te dit que pour calculer une vitesse, tu as accès à la formule V égale lambda divisé par la période t. Donc lambda, on a dit qu'on pouvait le déterminer expérimentalement parce que lambda, c'est
d sur 10. Donc on a l'information pour calculer lambda, puisque d il nous le donne dans l'énoncé. Ils disent que c'est 8,5 cm, tu vois. Comment tu fais pour déterminer t? Là, il y a un dernier truc dans l'énoncé qu'on n'a pas utilisé, c'est l'oscillogramme. Alors, on a des signaux périodiques, parce que tu vois qu'ils se répètent identiques à eux-mêmes au cours du temps, donc signaux périodiques. Si tu as vu la vidéo sur généralité sur les ondes, tu sais que la période t, c'est la durée qui s'écoule entre la répétition, une répétition de l'onde. La durée qui s'écoule pour que l'onde se répète une fois, cette durée s'appelle grand T, c'est la période. Tu vois, là tu as T. Et puis là, par exemple, si je pars de ce point-là, tu vois, sur le signal rouge, je vais regarder quand est-ce que le signal il redevient sous cette forme-là. Ici. Là, tu retrouves le même point de la courbe en fait qui correspond à ce point-là. Donc la durée qui s'écoule là, on peut aussi dire que c'est la période T. Normalement, tu es censé trouver la même. D'ailleurs, on va vérifier qu'on trouve bien la même. Ok? Alors, avec la courbe bleue, tu vois là, la crête, le sommet, il est exactement au niveau du début d'un carreau. Et puis là aussi, donc je me contente de compter les carreaux. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4, 5. 5 carreaux pour faire une période. 5 carreaux pour faire une période. Donc 5 carreaux, c'est une période. Un carreau, il nous disait, je te le rappelle, que c'était 5 10-6 secondes. Du coup, une période, c'est 5 fois 5 10-6, c'est-à-dire c'est 25 10-6 secondes. Donc là, tu retrouves la valeur de la période avec la courbe bleue. On va vérifier qu'on trouve bien pareil avec la courbe rouge. Donc je vais aller de ce point-là à ici. On compte le nombre de carreaux, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est la même chose, c'est normal. Vu qu'à la base, les signaux réceptionnés par R1 et R2, ils sont émis par l'émetteur, le même émetteur. Donc c'est normal qu'on retrouve la même période. Okay, donc je ne remarque pas le truc. On va prendre t égale 25 10-6 secondes. On connaît lambda, on connaît t. Tu n'as plus qu'à faire le calcul. Donc v égale lambda sur t égale d sur 10 sur t égale, ça fait d sur 10 fois t. D sur 10 sur t, mathématiquement, c'est égal à d sur 10 fois t. Donc d, dans l'exercice, ils te disent que c'est 8,5 cm. C'est la distance dont j'ai décalé le récepteur R2 pour trouver 10 correspondances des maxima. 8,5 cm, c'est dit ici. Et ça, je vais le convertir en mètres. Donc 10 moins 2 mètres. Et t, on a dit que c'était 25 10 moins 6 secondes. Donc on n'a plus qu'à calculer la vitesse. Alors, 8,5 10 moins 2 sur 10 fois 25 10 moins 6. Ok, n'oublie pas le fois 10. Hein. Fois 10 qui est là. 340. Alors, on a quoi? On a deux chiffres ici. On a deux chiffres ici. On va donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc, ça te fait 3,4 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Et si tu connais un petit peu, si tu as des notions générales sur les ondes sonores, tu sais effectivement que les ondes sonores, ultrasonores, tout ce qui concerne le son dans l'air, ça voyage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Donc là, la valeur, elle est complètement cohérente avec ce à quoi on s'attendait. Donc c'est tout bon, l'exercice, il est traité, il est réglé, on a retrouvé la bonne vitesse. Si on regarde rapidement ensemble l'énoncé détaillé, en fait, il t'amenait petit à petit, en 4 questions, il t'amenait à retrouver exactement toute la démarche qu'on vient de poser. Première question, calculer la période des ondes ultrasonores à partir de l'oscillogramme. Donc là, il faut savoir exploiter un oscillogramme pour aller chercher la valeur d'une période. Deuxième question, déterminer la longueur d'onde de l'onde ultrasonore à partir de la distance d. Donc là, il fallait savoir exploiter cette histoire de je décale le récepteur et je retrouve des correspondances de maxima, qui signifie que chaque fois que je retrouve une correspondance, c'est que j'ai parcouru une distance égale à lambda. Si je retrouve 10 correspondances, j'ai parcouru 10 fois lambda. Question 3, rappeler la relation entre longueur d'onde et période de l'onde. Donc là, c'est la relation avec la vitesse. Vitesse égale lambda sur t. Question 4, calculer la vitesse. Voilà. Donc en gros, le déroulé, c'est exactement ce qu'on a fait.
mais là, il te guidait pour le faire. Donc moi, je te conseille de savoir traiter ce genre d'exo en utilisant l'énoncé compact. Évidemment, parce que si tu utilises l'énoncé compact, ça veut dire que tu sais tout remettre en place par toi-même et tu sais reposer ta propre démarche, tu vois, et c'est super important. C'est ça qui va te permettre le plus de progresser. Si jamais tu n'arrives pas à le faire, énoncé détaillé, et puis au fur et à mesure, tu t'entraînes à passer du détaillé à l'énoncé compact. Ok? Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à bosser sur ce type d'exercice. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ça va te préparer au contrôle. Partage la vidéo autour de toi. Si elle t'a plu, bah, diffuse-la autour de toi. Ça peut servir à d'autres personnes qui révisent aussi ce chapitre. Travaille bien, motive-toi bien. Et à la prochaine. Ciao.